Et aujourd'hui, nous allons parler avec nos intervenants du score de complexité des passages aux urgences et notamment dans le versant application qu'on peut mettre sur le terrain, notamment en ce qui concerne les passages qui peuvent relever de la ville. Donc, comme intervenant, nous avons donc le docteur Guylaine Noël, directeur médical et scientifique de l'ORU PACA, qui est aussi pédiatre hospitalier à Marseille. Il est également coordonnateur scientifique de l'axe des soins non programmés à l'Observatoire régional de la santé et en PACA. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a élaboré ce score avec l'ensemble de son équipe. Nous accueillons également Madame Marie Lopez, qui est chef de projet sur les soins non programmés sur l'ARS PACA. Et le docteur, pour côté ORU Occitanie, le docteur Hervé Mourou, qui est médecin coordinateur à l'ORU Occitanie et également urgentiste sur Carcassonne. Et je vous présente également Marion Ledos-Rossel, qui est une coordinatrice territoriale principalement sur la Haute-Garonne. Eh ben, on est très content d'être invité à ce premier ORU Live et ça tombe en même temps un petit peu du relancement de l'ORU PACA et on est donc très content d'intervenir avec Marie Lopez sur ce sujet score de complexité des passages aux urgences et passages relevant potentiellement de la ville. Alors c'est un sujet que personnellement je travaille depuis un moment, donc il va nous falloir à peu près 2 heures et demie pour clôturer le sujet. Donc voilà. Et donc, il y a un petit peu plusieurs logos parce que ces travaux, ils ont été menés au sein de l'Observatoire régional de la santé PACA, mais ils vont être repris de façon plus opérationnelle par l'ORU PACA. Et tous ces travaux ont été financés dans le cadre de différents projets de recherche. Et un des intérêts là, c'était de présenter des travaux. Alors, vous inquiétez pas, ça va être pas très fondamental et pas très technique, mais de présenter des principaux résultats de projets de recherche et qui ont pu être appliqués dans un usage opérationnel et notamment avec un partenariat très riche avec l'ARS PACA et notamment les différentes directions de l'ARS PACA, que ce soit le premier recours, la direction de l'offre de soins et la direction des études. Et ces travaux, donc ça a été vraiment l'occasion aussi une opportunité de mettre d'avoir des regards croisés sur ce sujet entre les urgences et la ville. Donc, on va faire une première partie que je vais assurer sur la présentation, on va dire, des scores. Et après, Marie Lopez illustrera un petit peu des utilisations qui peuvent en être faites. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, pour le grand cadre général de tous ces travaux, c'était vraiment le bon patient au bon endroit dans le cadre des soins non programmés. Et c'est pour ça qu'il y a une forte complémentarité entre nos deux observatoires en région PACA pour observer les soins non programmés, qu'ils soient hospitaliers, aux urgences ou de ville, en articulation, parce qu'actuellement, devant une perception, on va dire, d'urgence réelle ou ressentie, hein, autrement dit un soin non programmé, et le patient, il peut aller aux urgences, il peut aller en ville, il peut appeler le SAMU. Et dans ce cadre-là, pour le bon patient au bon endroit, il y a plusieurs dispositifs et actions qui sont mises en place, que ce soit la régulation des admissions, la réorientation aux urgences, bien sûr le rôle central du SAS et de la refiliarisation, mais également la communication auprès des usagers pour un usage gradué des offres de soins et la diversification des offres alternatives aux urgences, le rôle central des CPTS et le sujet notamment de la PDSA. Et pour essayer d'évaluer un petit peu toutes ces actions et dispositifs, il nous manquait des indicateurs. Diapo suivante. Et donc, du coup, globalement, le travail s'articule autour de deux axes. Un axe, taux de recours aux urgences évitables, déductible des résumés de passage aux urgences, et un autre axe, là qu'on n'évoquera pas, c'est l'axe soins non programmés de ville, puisqu'à l'ORS, on travaille également sur la base nationale de l'assurance maladie à des indicateurs pour décrire l'activité de soins non programmés en ville. Voilà, donc et donc le tout, c'est de mettre ces deux indicateurs en articulation. Donc c'est bon, on peut passer à la suivante. Et donc du coup,
on avait besoin de capter la complexité des passages aux urgences. Et pour revenir sur la naissance du besoin, c'était un projet de recherche, un appel à manifestation de l'ATIH sur 3 ans, porté par l'ORS PACA et la PHM, sur la construction d'indicateurs de qualité des organisations des structures d'urgence. Ça, c'est un petit peu la naissance du besoin. Et parmi les objectifs, il y avait construire des durées de séjour ajustées sur le profil des patients reçus dans les services, parce que un service qui va recevoir des patients très lourds, on peut attendre à ce qu'il ait une durée de séjour médiane plus longue, et donc on voulait ajuster là-dessus pour avoir une durée de séjour pour chaque service, mais ajustée sur le case mix des patients reçus. Et l'autre chose, un des autres objectifs, c'était de développer un score de saturation dans les structures des urgences. Et pour capter la saturation, on a besoin de connaître la complexité des patients qui sont présents dans les services d'urgence, parce que si on compte le nombre de patients présents, c'est quand même très réducteur. Donc, pour ces deux objectifs, on avait besoin de capter la complexité, donc on s'est demandé comment. Diapo suivante. Alors, bien sûr, on s'est dit, on peut utiliser la classification commune des malades aux urgences, la CCMU. Pourquoi pas, mais de plusieurs raisons, parce que c'est connu que depuis longtemps, il y a quand même des biais assez importants et des différences de codage de cette CCMU. Et d'autre part, il y a eu un impact majeur de la réforme du financement des urgences qui mobilise la CCMU. Et on voit sur ce graphique-là l'évolution de la proportion de CCMU 3 entre 2016, 2019 et 2022, donc avant et après la réforme de financement. Et on voit que, notamment dans les structures à but lucratif, la proportion de CCMU 3 a augmenté de 115%. Donc il y a vraiment eu une adaptation du codage de la CCMU pour mieux valoriser les passages, et donc ça rend la CCMU encore moins fiable que ce qu'elle n'était. Donc on a mis ça de côté. Et donc il fallait trouver autre chose, et on a développé le score de complexité diagnostique. Donc l'objectif, c'était d'associer à chaque diagnostic, parce qu'on se disait quand même un diagnostic, c'est quand même assez informatif d'un point de vue médical sur la complexité des passages. Donc associer à chaque diagnostic codé aux urgences un niveau de complexité qui est entendu sur la lourdeur de prise en charge, c'est-à-dire quelles sont les ressources qui sont mobilisées pour ce patient. Et alors, c'était vraiment pour une utilisation macro et non individuelle. Mais ça, on y reviendra après. Donc, la première étape, on voulait vraiment que ce soit déductible des RPU, parce que le périmètre de l'appel à projet initial, c'était vraiment national. Donc, les marqueurs de complexité qui sont déductibles des RPU et qui ont été retenus, à partir d'une revue de la littérature et d'un groupe de travail de la FEDORU qui a tout au long de ses travaux porté vraiment l'expertise métier, c'est le pourcentage d'hospitalisation, c'est-à-dire ça veut dire qu'un passage, plus un diagnostic est associé à un pourcentage élevé d'hospitalisation, plus probablement il a mobilisé beaucoup de ressources. Plus il est associé à un pourcentage d'arrivées véhiculées important, plus il a dû mobiliser des ressources, c'est-à-dire le fait d'arriver en SMUR, on peut se dire que le patient il est un petit peu plus grave que s'il est arrivé par ses propres moyens. Également l'âge, parce que les personnes âgées notamment mobilisent plus de ressources, et également les petits nourrissons. La durée de séjour médiane va mobiliser, est aussi un indicateur de mobilisation des ressources. Plus un patient reste longtemps aux urgences, c'est sans doute parce qu'il a eu des examens, il a pu attendre aussi, mais en tout cas, même s'il attend, il a quand même mobilisé des ressources en termes de surveillance, de réévaluation, etc. Et on a quand même utilisé la proportion de CCMU 3, 4, 5, puisque le SCCD initial a été développé sur la période antérieure à la réforme du financement. Mais ça, on y reviendra un petit peu sur le poids de la CCMU. Et donc, tout l'enjeu, c'était de synthétiser l'information qui est portée par ces 5 marqueurs en une valeur unique. C'est-à-dire, pour redire autrement les choses, à chaque diagnostic, on associait quel était le pourcentage d'hospitalisation associé à ce diagnostic, pourcentage d'arrivée véhiculée, etc. Et donc, on voulait synthétiser ces 5 informations. Donc, on a utilisé plusieurs méthodes statistiques. En pratique, on a retenu une analyse en composantes principales, mais c'est finalement des détails. Donc, pour associer à chaque diagnostic une valeur unique qui porte la complexité. Donc, on a utilisé la base nationale des RPU
en incluant les diagnostics qui représentaient plus de 98% des passages, et donc ce qui aboutit à une table de référence qui associe à chaque DP un niveau de complexité. Et un élément, une plus-value intéressante à ce score, c'est que on n'a besoin que du DP, qui est plutôt relativement bien codé, puisque d'ailleurs il est intégré dans la dotation qualité, dans le financement, et c'est une variable qui est plutôt bien codée. Donc on n'a besoin que du diagnostic principal pour avoir la complexité du passage, mais par contre, ça capte l'information des autres variables. Donc du coup, on a beaucoup moins de valeurs manquantes que si on mobilisait l'ensemble de ces 5 indicateurs. Diapo suivante. Donc, du coup, on a utilisé les années 2018, 2019 et 2021, donc 48 millions de passages, et on avait 2825 codes SIM10, codes diagnostiques, qui représentaient 98,2% de l'ensemble des passages. Et on a utilisé, pour faire très simple, la première dimension de l'ACP, c'est-à-dire que, voilà, ça je vais passer, c'est-à-dire que quand on fait une ACP, ça reformate un petit peu l'ensemble des variables en plusieurs dimensions. Et on voyait que la première dimension captait la majeure partie de l'information portée par ces 5 marqueurs de complexité, en pratique 73% de l'information. Donc on a retenu la première dimension, donc la valeur de la première dimension pour refléter la complexité. Diapo suivante, ou peut-être il y a une animation. Voilà. Alors, juste là pour 2 éléments. Alors, c'est vraiment une petite partie des résultats, hein, mais le SCCD, il est très peu sensible à la période. C'est-à-dire qu'on calcule le SCCD sur 3 ans, sur 2 ans, sur des périodes différentes. Le SCCD reste très similaire au cours des années. Avec, par exemple, là, quand on le calcule que sur 2022 versus 2023, il y a une corrélation extrêmement forte. Et l'autre élément important, c'était que le SCCD est très peu sensible à l'exclusion de la CCMU. C'est-à-dire que si on n'utilise pas du tout la CCMU, le SCCD est très, très, très similaire. C'est-à-dire qu'avec une très forte corrélation entre le SCCD avec et sans la CCMU. Diapo suivante. Donc après, la table de référence, là c'est un extrait de la table de référence, ça se présente comme ça. Dans la première colonne, on a le code SIM10, du diagnostic, le libellé du diagnostic. On peut avoir le type d'urgence, est-ce que c'est médico-chirurgical ou lié à la traumatologie, et on a un SCCD qui va de 15 à, enfin qui va techniquement de 6 à 500. Et donc on voit par exemple que les passages pour oxure, verrue, conjonctivite, otite externe, c'est associé à des SCCD très faibles, donc du premier décile, c'est-à-dire que c'est les plus faibles. Dans le 4e décile du SCCD, on va retrouver par exemple les migraines. Donc voilà, on voit en fait, et dans les SCCD les plus élevés, on va retrouver la pancréatite aiguë, l'embolie pulmonaire, l'infarctus du myocarde. En fait, une des conclusions de cette sortie finalement statistique, c'est qu'il y avait une très grande cohérence métier dans l'ordonnancement des diagnostics selon le SCCD. Diapo suivante. Alors, donc, on avait ce SCCD qui nous a servi à plusieurs choses, et on a, dans le cadre d'un autre projet, c'était le projet taux de recours aux urgences et soins non programmés de ville, qui était avec un pilotage et un financement DGOS et piloté par l'ARS PACA, on a eu un besoin d'identifier les passages relevant potentiellement de la ville, et on a mobilisé du coup le SCCD pour aboutir à ça. Donc, c'est la finalité du développement des PRPV, passage relevant potentiellement de la ville, c'était vraiment guider l'organisation des soins non programmés de ville. Et donc, c'est une utilisation par territoire ou par service. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué à comprendre des fois, c'est sans tenir compte des offres alternatives disponibles sur le territoire. C'est vraiment, est-ce que médicalement, s'il y avait les ressources disponibles, est-ce que ça relèverait de la ville? Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Et la ville, ça inclut les cabinets individuels de médecine générale et également ces cabinets
ces structures, ces centres qui ont la possibilité de réaliser des actes de petite traumatologie, de faire de la radiographie à proximité, de faire des examens biologiques. Ce n'est pas le médecin généraliste tout seul sans exploration complémentaire. C'est très important de ressouligner ici que ça n'a pas de valeur au niveau individuel et donc pas du tout d'utilisation pour guider le tri à l'accueil des urgences. C'est vraiment une analyse a posteriori et que ça n'a aucun lien avec les indicateurs de qualité des organisations des structures des urgences. C'est-à-dire que si un service d'urgence a un pourcentage élevé de PRPV, ça ne reflète pas du tout la qualité de son organisation, ça peut éventuellement refléter le tissu autour du service d'urgence qui potentiellement permettrait la prise en charge de ces patients, ou alors interroger effectivement les dispositifs mis en place par le service pour favoriser ces passages pas aux urgences. Diapo suivante. Donc, l'estimation à partir des RPU. Donc, l'objectif, c'était estimer par territoire à partir des RPU le taux de recours aux urgences relevant potentiellement de la ville. Alors, la méthode qui s'est basée sur le SCCD, un passage, il est dit PRPV s'il appartient aux 4 premiers déciles du SCCD, c'est-à-dire les déciles de faible complexité. Alors, je vais pas revenir comment on a identifié ce seuil, parce que c'est relativement technique, mais on pourra en discuter après. Et il faut en plus que ce soit un passage avec un retour à domicile après les urgences et un mode d'arrivée qui est différent que SMUR, en sachant que cet élément, il est extrêmement marginal, parce que quand on a un SCCD, une complexité très faible, qu'on ressort des urgences à son domicile après le passage, c'est le nombre d'arrivées en SMUR, il est vraiment très, très, très faible, donc c'est relativement marginal. Et donc, le résultat final, par exemple, en 2023, ça a estimé à 40% le pourcentage de PRPV, France entière, y compris les DOM-TOM, à travers de l'outil national TRU-SNP. Et à peu près la moitié de ces PRPV étaient relatifs à la traumatologie. Et c'est un chiffre relativement proche qui est rapporté par la FEDORU dans ses chiffres clés trimestriels du deuxième trimestre 2025, avec 1,3 million de passages PRPV, donc 40% des passages. Diapo suivante. Donc, cet indicateur PRPV, il a été mobilisé dans plusieurs domaines. La FEDORU dit dans ses rapports que les indicateurs CCMU sont retirés au profit des indicateurs PRPV mieux à même de refléter le poids sur les urgences des passages dits évitables. Et diapo suivante. Et il a été utilisé ou référencé dans plusieurs sources par l'assurance maladie dans son rapport chargé produit. Donc, il est disponible pour les ARS et les représentants de la médecine d'urgence, la SFMU, SUDF et les fédérations hospitalières dans un outil national. Et il était également référencé dans le rapport de la Cour des comptes. Donc, c'est en tout cas en termes d'usage et de mobilisation, c'est un indicateur qui a pris, on va dire. Diapositive suivante. Alors, quelques éléments de validation de ces indicateurs. Donc, très rapidement, un petit peu en avant-première, parce qu'on n'a pas encore finalisé cette étude. Donc, on a fait l'étude NAPU, niveau d'adéquation des passages aux urgences. Donc, 5 services d'urgence de la région PACA, dont 2 CHU, sur 3 mois. On a fait un recueil prospectif de l'opinion des urgentistes vis-à-vis de l'offre de soins optimale pour chaque patient, en leur demandant finalement, est-ce que ce passage aurait pu être vu en ville, aurait pu être décalé, la prise en charge, est-ce que ça aurait pu être décalé en ville de 48 heures, et encore une fois, sans tenir compte de la disponibilité des offres alternatives, en leur disant que s'il y avait, par exemple, la nuit, il n'y a aucune offre, mais il est quand même PRPV s'il y avait les offres. Donc, c'était de se placer dans un monde idéal, vraiment pour évaluer non pas un état des lieux de la faisabilité, mais la pertinence, enfin le critère médical. Et donc, pour chaque passage, on a pu associer les RPU et donc calculer le SCCD. Diapo suivante. Donc, on a eu 83 000 inclusions et selon les urgentistes, il y avait 60% des passages qui relevaient potentiellement de la ville, 3% qui relevaient d'une hospitalisation directe,
un peu moins de 10% qui relevaient du médecin généraliste sans aucun examen complémentaire, 20% qui relevaient du médecin généraliste mais avec des examens mais réalisables en ville, un peu moins de 6% qui relevaient d'un centre de soins non programmé, 1% qui relevait uniquement d'une problématique sociale, et au total, donc 30% relèveraient vraiment du cabinet de médecine générale, et en incluant les centres de soins non programmés, on arrivait à un pourcentage, selon les soignants, de 36,7% de passages qui relevaient de la ville. Diapositive suivante. Donc, pour le SCCD, deux éléments intéressants de cette étude, c'est que le diagnostic est-il un élément fortement prédicteur de l'opinion des médecins? Oui, c'était vraiment le code SIM10, c'était la variable du RPU qui prédisait vraiment le mieux et de loin l'opinion des médecins quant à la faisabilité d'une prise en charge en ville. Et par diagnostic de l'étude NAPU, le SCCD et l'opinion des médecins sont-ils concordants? Oui, il y avait quand même une concordance très élevée, une corrélation très élevée par diagnostic entre le SCCD et le pourcentage de patients qui relevaient de la ville selon le médecin. Diapositive suivante. Et quand on regarde pour valider un petit peu, enfin, un élément de validation, on va dire, des PRPV, sur la période de l'étude NAPU, le pourcentage de PRPV était de 36,7% selon les urgentistes, donc 30 000 PRPV, et selon l'algorithme PRPV, donc, que je vous ai décrit, il était de 35,4%, donc une erreur, en tout cas, de façon assez précise, l'algorithme PRPV est très proche de l'opinion des urgentistes avec un pourcentage d'erreur faible de 1,7%. Diapositive suivante. Et ben voilà, donc là c'était la partie indicateur, etc. Et ce qui est quand même très très chouette, et ça va se poursuivre on l'espère bien, c'est que ces indicateurs puissent être utilisés. Et Marie a été partie prenante de toute l'expertise de ces travaux. Donc je suis très content qu'elle puisse intervenir. Marie. Ouais, merci beaucoup Guilhem. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je me représente Marie Lopez pour l'ARS PACA. Donc moi, je travaille à la direction des soins de proximité et je suis plus particulièrement en charge de tout ce qui est soins non programmés et pris en charge par la médecine de ville. Donc effectivement, on travaille avec Guilhem et ses équipes presque depuis le début sur cet outil, en tout cas taux de recours aux urgences. Et ça y est, on commence à mobiliser les données qui sont disponibles dans cet outil pour nos travaux, et ce de manière assez concrète. Donc on en est vraiment au tout début. Et quand je vous dis au tout début, c'est-à-dire que là, mis à part une exception dont je parlerai tout à l'heure, là, l'utilisation qu'on en fait, ça date d'il y a un mois, et ce, dans les travaux relatifs à la refonte de la permanence des soins ambulatoires, la PDSA en PACA, mais j'y reviendrai après. Je ne vais pas détailler là les perspectives parce que pareil, je vais en parler un peu plus tard, mais en gros, c'est vrai qu'on a tout un tas de données qui viennent de sources un peu différentes. Là, on est vraiment dans une logique de structuration de cette donnée. Et c'est vrai que tout ce qui est relatif au passage relevant potentiellement de la ville, c'est très intéressant. Ça va venir compléter ce qu'on avait déjà à disposition. Et donc, on veut mobiliser de manière beaucoup plus systématique ces données pour aboutir finalement pour qu'elles soient prises en compte à chaque fois dans nos diagnostics de territoire, et qu'on arrive à aboutir finalement à des panoramas de soins non programmés, et ce par type de territoire, qu'on parle de secteur de PDSA, qu'on parle de territoire des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, voilà, ou tout autre type de territoire en fonction des travaux. Et en attendant d'arriver vraiment à ça, on voit qu'en tout cas aujourd'hui, le premier usage finalement, c'est vraiment d'objectiver la discussion qu'on a avec les acteurs qui portent des organisations de soins non programmés. Voilà, donc on en est vraiment au tout début. Diapo d'après pour un exemple très concret sur la PDSA, permanence des soins ambulatoires. Je crois qu'il y a des profils assez différents aujourd'hui, donc vraiment un rappel
très, très rapide sur la PDSA, qu'est-ce que c'est? Donc, mission de permanence des soins en médecine générale, qui vise à répondre aux demandes de soins non programmés, mais ce, sur des périodes très précises, puisque délimitées par le Code de la santé publique. Donc, globalement, c'est tous les jours de 20h à 8h du matin, donc soirée et nuit, et puis les week-ends à partir du samedi midi jusqu'au lundi matin, jour férié également. Donc ça, c'est le cadre national. Et ensuite, chaque région organise sa PDSA en secteur de PDSA, en découpage de territoire de PDSA sur lesquels on détermine un certain nombre de lignes de garde. Et donc avec un certain nombre de médecins de garde. Et l'accès aux médecins de la PDSA fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique. Donc je ne sais pas comment c'est dans votre région. Ça peut être le 116, 117, ça peut être d'autres numéros, mais nous, en PACA, c'est accessible par le 15. Et donc, sur la diapo d'après, il y a une vraie volonté de la RS-PACA ouais, merci. De mener une réflexion assez large pour revoir tout ce modèle de la PDSA. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, on a 2 discussions qui se profilent sur le découpage territorial, sur le découpage horaire également, au sein même des périodes de PDSA, le nombre de lignes de garde aussi. Et donc, pour faire cela au mieux et essayer de faire en sorte que ça vienne répondre à un vrai besoin de soins non programmés sur ces périodes-là, on mobilise tout un tas de données. Et donc, la nouveauté cette année, c'est que on va mobiliser donc les passages relevant potentiellement de la ville. Donc, je le disais, à terme, on voudrait que ce soit intégré plus en amont dans la réflexion parce que ça peut aussi nous aider à redécouper des secteurs, ça peut voilà, nous servir à pousser des organisations de PDSA parce qu'en fait, on a besoin de données pour objectiver les besoins. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une utilisation encore assez basique. Diapo d'après. Donc ça, c'est la carte de PACA qui montre voilà, sur l'outil taux de recours aux urgences qui ressort sur les PRPV. Donc là, on est sur les taux de recours aux urgences PRPV. Et bon, ça, je l'ai déjà dit, en fait, qui nous permet, en fait, aujourd'hui, comment on s'en sert principalement, c'est qu'on sait qu'on a un territoire sur lequel on a, par exemple, des difficultés de prise en charge des soins non programmés en période de PDSA. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se sert de l'outil comme on va aller voir ce qui se passe en termes de PRPV sur ce territoire pour voir si finalement ça vient confirmer le ressenti ou les autres données qu'on avait sur ce territoire. Diapo d'après. Et donc, exemple là sur un secteur des Bouches-du-Rhône, où c'est un secteur qui est en difficulté sur la PDSA depuis, ça a sauté, mais c'est depuis 2 ans. Donc, depuis 2 ans sur ce secteur, on n'a aucun médecin de garde. Pourtant, c'est un secteur où il y a des organisations, on a une CPTS qui est active, on a des maisons de santé pluriprofessionnelles, on a un centre de santé, on a un cabinet horaire élargi. Mais voilà, on n'arrive pas à mettre en place de la PDSA sur ce territoire. Donc là, quand on en a discuté avec les médecins du territoire, on a été regarder parce qu'ils nous disaient il n'y a pas de besoin. Donc on a été voir les PRPV. On a ciblé sur les horaires PDSA et en fait, on voit qu'on a un taux de PRPV qui approche les 50% sur ce territoire de PDSA et ce qui représente environ 5000 passages qui auraient pu relever d'une prise en charge en ville en horaire PDSA. Et finalement, ces données-là, ça nous a permis de relancer le dialogue avec les acteurs, à la fois avec les médecins généralistes du territoire, mais ce qui est intéressant, aussi avec l'hôpital et qui nous a permis de remettre sur la table un projet de maison médicale de garde, un projet de MMG, et ce, dans les locaux de l'hôpital, à proximité des urgences, parce que l'hôpital y voit aussi son intérêt. Voilà, donc là, c'est l'exemple typique de ce que ça nous a permis de faire sur un endroit très concret. On verra si finalement le projet aboutit, mais clairement, là, les données relatives au PRPV, ça a été une très grande aide pour essayer de remobiliser tout le monde autour de ce projet de MMG. Après, on va être honnête, parfois on a d'autres secteurs avec un même constat de carence de PDSA, un même constat de nombre de PRPV très important, et pour autant, on n'arrive pas à mobiliser les acteurs pour mettre en place une solution territoriale. Donc là, je vous ai mis en avant ce qui marche, mais c'est pas encore toujours le cas. Deuxième exemple,
couple hors PDSA, mais là vraiment avec les CPTS cette fois sur 2 territoires assez différents. 2 CPTS qui sont venus finalement demander à la RS-PACA de les soutenir dans la mise en place d'un centre de soins non programmés, centre de soins non programmés porté par la CPTS, avec donc des médecins du territoire qui viendraient prendre des soins, enfin qui viendrait faire une journée de soins non programmés assez régulièrement. Je vous ai mis les descriptifs du territoire, mais là aussi, finalement, l'outil, il nous a permis d'aller regarder ce qui se passait de ce côté de ces PRPV et finalement de confirmer que oui, il y avait peut-être un intérêt à aller soutenir les CPTS dans ce qu'elles nous demandaient dans leur organisation de soins non programmés. Et donc là, on a décidé de les soutenir financièrement, en plus des contrats de financement qu'elles ont avec l'assurance maladie et l'ARS, pour la mise en place de ces centres de soins non programmés. Donc finalement, ça montre bien, diapo d'après. Là, on est sur des choses très concrètes, mais de manière plus systématique. On veut vraiment se servir de ces données pour objectiver le dialogue avec les CPTS et les inciter à renforcer leur organisation de soins non programmés et pas attendre qu'elles viennent nous voir en nous proposant des choses, mais là vraiment d'y aller et de dire, bah voilà, il se passe ça sur votre territoire. Donc on en revient toujours à cette histoire de panorama soins non programmés par territoire de CPTS. Qu'est-ce que vous avez mis en place sur votre territoire comme organisation de soins non programmés? Nous, on vous demande aussi d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Voilà. Et donc ça, là encore, ça nous permet peut-être d'aller les challenger davantage sur ça. Donc là, on est en train de structurer tout ça pour que ça puisse nous servir aussi dans les dialogues de gestion avec les CPTS. Et la dernière diapo, parce qu'en fait, ce que je vous dis là, finalement, c'est pas valable que pour les CPTS, mais c'est valable avec tous les autres acteurs. J'ai repris les images, enfin les cartes de la première diapo de Guilhem pour vous dire que là, finalement, la perspective, ça va être quoi? Ça va être de mettre en miroir, d'un côté, ces passages qui relèvent potentiellement de la ville, avec de l'autre, les capacités de soins non programmés en médecine générale en face mais finalement, pour optimiser le maillage des organisations soins non programmés dans des territoires qu'on aurait estimés comme prioritaires. Et donc, ça va nous servir à aller parler avec des CPTS, ça va nous servir peut-être à court, moyen terme, à aller pousser des implantations de centres de soins non programmés, à aller renforcer l'implantation de MMG, à aller renforcer des cabinets de montagne. Voilà, qui en fonction, où c'est qu'on a besoin de ces organisations de soins non programmés, en fonction du diagnostic qu'on aura évidemment établi avant. Voilà, pour pas être trop longue sur les usages qu'on en fait et ce qu'on a envie d'en faire avec plein d'idées et plein d'enthousiasme pour les utiliser de plus en plus, avec juste la petite nuance que pour l'instant, les données qui sont disponibles sur l'outil national, ce sont des données 2023. Donc qui mine de rien commence à dater, donc on attend avec impatience la mise à jour pour avoir au moins les données 2024. Et c'est vrai qu'assez vite, suivant les usages qu'on en fait, la question de pouvoir presque personnaliser les territoires va se poser assez vite, parce qu'aujourd'hui dans l'outil, on peut choisir par code PMSI ou par territoire de CPTS. Et là, nous, on voit bien qu'avec la PDSA, on a envie tout de suite de pouvoir le regarder par secteur de PDSA. Donc, on fait des extractions, on regroupe les codes postaux, mais c'est vrai qu'à terme, si on veut vraiment un outil opérationnel, il faudra qu'il évolue aussi vers ça. Voilà pour moi. Très bien. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au docteur Hervé Mourou pour l'ORU Occitanie. Oui, merci. Tu as mes 3 diapos? Je peux te les passer. Allez, nickel. Nous, en Occitanie, c'est une autre vision, on a fait une démarche un peu différente. Mais enfin, dès le départ, on a été très séduit par ces CD, ces PRPV, même quand ils étaient encore en gestation. Je me rappelle, Guilhem, on a eu des échanges à ce moment-là, et puis rapidement, on a trouvé que c'était un outil très, très intéressant. Et
avec des possibilités que ça pouvait apporter en termes de précision sur la qualité des patients. Donc nous, dès 2024, on a essayé de démocratiser CSCD, CPRPV pour que chacun puisse se l'approprier. Donc rapidement, on a fait ce qu'on appelle un NORU besoin des puces, c'est-à-dire des petits dossiers qui sont diffusés à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient professionnels de santé, ARS, etc., fédération, etc. Ces petits outils qui permettent d'essayer de s'approprier ces nouveaux concepts qui ne sont pas faciles à bien se schématiser parce qu'on peut le prendre aussi et faire des erreurs d'interprétation. Donc, on a voulu vraiment vulgariser ça pour que les acteurs puissent se l'approprier. Donc, ça, c'est distribué à tout le monde. C'est disponible en accès libre sur le site de l'ORU Occitanie. La suivante. Et dès la même année, on a inclus dans nos rapports le SCCD et le PRPV. Alors, notamment au niveau des CPTS, nous, la démarche a été un peu différente. On a travaillé avec l'URPS, le guichet CPTS en amont, pour essayer de faire pour chaque CPTS, comme on fait pour les établissements de santé, un panorama d'activité de la CPTS, c'est-à-dire la dépendance ou ce que les patients qui vont aux urgences du territoire de la CPTS. Et à l'intérieur de ces patients-là, on a mis en évidence les patients PRPV. Alors, les PRPV de médecine générale, nous, on appelle ça aussi les PRPV traumato, mais traumato sans radio, traumato avec radio, parce que je pense qu'il y a une grosse différence entre les PRPV de médecine générale qui collent bien à la médecine générale et les PRPV traumato qui souvent nécessitent un examen radiologique. Et quand on dit que ça peut attendre 48 heures, je suis un peu circonspect là-dessus, c'est l'avis du médecin, c'est rarement l'avis du patient. C'est-à-dire qu'un patient qui se fait un traumatisme de la cheville, qui a une grosse cheville et qui finalement a une entorse, n'attendra pas 48 heures pour faire une radio. S'il attend 48 heures, il va aux urgences. Voilà. Donc, on les a sortis de ces PRPV pour les individualiser. Et c'est vrai qu'il faut avoir un accès à la radiologie rapide. Et sur certains territoires, cet accès à la radiologie est inégalement réparti. Parfois, ça peut mettre une semaine. Donc, ce ne sont plus des PRPV, quoi. Donc, on le met dans les CPTS. On le met aussi au niveau des panoramas des urgences, où chaque service d'urgence a son taux de PRPV en fonction de l'âge, en fonction des horaires, etc., pour que l'établissement aussi puisse faire une analyse très précise de ces patients au niveau des urgences et travailler en accord avec la CPTS sur comment faire pour donner une réponse à ces patients qui ne nécessitent pas le plateau technique de l'hôpital et qui pourraient être pris en charge en ville, mener cette réflexion. Donc, nous, c'est plutôt, on donne l'information, on incite les acteurs locaux à s'en charger, mais on n'est pas trop dans la directive au niveau de l'Occitanie, c'est plutôt donner la main aux acteurs pour que les acteurs se l'approprient. Voilà. On arrive de toute façon bientôt à la fin du temps qu'on s'était imparti pour présenter ces informations. Je tenais à tous vous remercier de votre participation et des questions qui ont été posées. Merci docteur Guilhem Noël. Merci Marie Lopez et Hervé Mourou pour vos présentations qui ont été de qualité et très intéressantes. Je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré et que vous recevrez dans les jours à venir un lien pour pouvoir le revoir, ainsi qu'un questionnaire de satisfaction qui nous permettra d'améliorer d'autant plus les prochaines présentations. Le prochain webinaire sera le 13 décembre prochain et pour thème, ce sera les hospitalisations en HAD à la sortie directe des urgences.
si vous êtes intéressés, il y aura des publications qui se feront bientôt en ce sens. Nous vous souhaitons une excellente journée. Nous espérons vous retrouver très très bientôt pour des prochains Oru Live. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci. Bonne journée. Au Merci, revoir. Merci Guillaume. beaucoup.